bien, pour la suite et la deuxième table ronde, je vais inviter Nicolas et Damien à me rejoindre. Voilà, donc notre sujet là, c'est effectivement la transition environnementale. Et là, on va regarder, on va venir un peu éclairer nos réflexions qu'on a démarrées depuis 2023 sur le service, comment on va le positionner comme finalement l'indispensable clé de la transition écologique. Donc, avant de passer la main à Damien et puis à Nicolas, et puis je vous laisserai vous présenter donc rapidement Damien Bourgeois, président et fondateur de Fair & Co, et puis Nicolas Lardet, directeur relations clients d'Enercop, une entreprise qui nous a rejoint à l'association de cette année. Juste revenir sur notre groupe de travail, un groupe de travail qu'on a lancé donc en début 2023. Qui nous semble essentiel alors pourquoi on l'a lancé, je reviens juste un tout petit peu sur l'historique. C'est quand on a lu le baromètre annuel et quand on voit les tendances et puis les réponses, on voit bien que c'est un sujet qu'il est assez inévitable d'aborder aujourd'hui. C'est aussi la suite logique finalement de tout ce qu'on a vu sur nos modèles managériaux, sur la relation commerciale. Et après avoir voyagé au cœur du management et de la relation commerciale, on s'est dit que c'était intéressant, important, essentiel de voyager aussi au cœur de la transition écologique et d'un service à réinventer avec encore une fois un monde à plus 4 degrés. Donc on y arrive. En quelques mots, alors ce schéma pour vous dire qu'on articule nos réflexions autour de trois domaines, le politique, l'individu, l'entreprise. Donc nous en tant que finalement citoyens, en tant que consommateurs et aussi en tant que collaborateurs. Et c'est à chaque fois ces multiples dimensions qu'on regarde dans notre groupe de travail. Notre groupe de travail qui est constitué essentiellement de membres de l'association, plus d'experts du monde académique ou d'experts de la transition environnementale. Notre démarche, on a des sources d'inspiration, alors notamment le rapport du GIEC en matière de base physique du climat, et puis le rapport de l'ADEME qui est Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Et dernièrement, on s'est réunis, c'était le 27 septembre à BPCE, on était une quinzaine de membres très actifs. Et finalement on s'est dit qu'on allait dessiner et on s'est inspiré, Aline, de ce qu'on avait fait sur notre voyage au cœur du management, trois scénarios. Un scénario optimiste, c'est un peu celui qu'on a dessiné ensemble au niveau de l'association dans le précédent groupe de travail en juin, un scénario optimiste, et puis finalement le scénario optimiste c'est bien, il faut aussi qu'on regarde scénario médian et scénario pessimiste. Donc ça, on a commencé à travailler sur ces deux scénarios avec l'IGA. Scénario optimiste, je vous dis deux, trois exemples comme ça. C'est ce qu'on voit, c'est dans notre scénario optimiste, c'est des indicateurs extra-financiers qui piloteront demain la création de valeur. C'est l'usage des biens, le partage des services qui seront privilégiés sur l'idée de la propriété. Des entreprises qui bien sûr seront décarbonées. C'est au sein des entreprises, on parle plutôt de co-construction, de sobriété. On a un label durable qui qualifiera les différentes dimensions des offres, des biens et des services. Un dispositif de formation qui permettra de sensibiliser tous les collaborateurs. Donc voilà, juste pour esquisser et pour vous donner envie aussi de nous rejoindre. N'hésitez pas pour
tous nos membres à lever la main pour venir enrichir ce groupe de travail dont on espère bien faire un troisième ouvrage bientôt sur notre voyage au cœur du service et de la transition écologique. Alors maintenant, tu peux passer peut-être au slide suivant. Merci Maryse. On va, avant un dernier point peut-être, on va lancer un questionnaire très prochainement avec Talk4. À la séance, à part de notre rencontre, vous pourrez scanner le logo pour le QR code pour faire le questionnaire, mais dès demain, vous aurez tous les éléments. Où on va creuser finalement certains points qu'on a pu noter dans notre baromètre. Et puis maintenant, pour passer la parole à nos deux intervenants, notre problématique aujourd'hui, telle qu'on la pose, on va la résumer autour de en quoi mon offre, ma relation avec le client ou ma relation avec mon environnement vont changer dans un monde à plus 4 degrés. Et deux quasi-certitudes aujourd'hui qui animent le groupe de travail et puis que Damien puis Nicolas vont nous illustrer. La première quasi-certitude, c'est on a finalement un temps très court aujourd'hui pour repenser un temps très long. Passer du volume à la valeur, de l'avoir à l'être, et puis imaginer et mettre en œuvre des changements de paradigme et de comportements radicaux. Donc ça, je pense que l'intervention de Damien va nous éclairer sur ce sujet-là. Et puis une deuxième quasi-certitude aussi, en se disant que la notion d'esprit de service, qui intègre la dimension du care, des concepts de bienveillance entre collaborateurs, d'accompagnement, c'est cette notion d'esprit de service, on doit la retravailler et pour qu'elle soit au plus près de ce monde qu'on imagine demain, toujours avec nos plus 4 degrés. Et là, Nicolas, tu vas nous éclairer aussi sur ce sujet-là. Donc, Damien d'abord, si tu peux te présenter peut-être, Damien, tout le monde ne te connaît pas forcément. Merci Agnès. Damien Bourgeois. Donc, moi j'ai fait une longue partie de mon parcours professionnel dans l'assurance. Vous allez voir, c'est un peu imagé dans les slides ensuite. Et depuis plusieurs années aussi, j'ai été complètement pris par les sujets de transition écologique. Et je travaille notamment beaucoup avec les gens du Shift Project sur ces sujets. D'abord avec mon dernier employeur, qui est une compagnie d'assurance française, et puis ensuite en tant que consultant indépendant, ce que je suis aujourd'hui, puisque finalement je me dédie à l'adaptation au changement climatique, à l'accompagnement des entreprises sur ces sujets-là, qui sont cruciaux. Alors c'est vrai que j'ai choisi un titre un peu qui est une sorte d'injonction, mais c'est aussi pour créer de l'émotion. Et j'ai mis un petit caméléon, parce que je l'aime bien, à deux titres. Premièrement, parce que ça fait les caméléons, il y en a depuis à peu près 60 millions d'années sur la Terre, donc on leur doit le respect par rapport à ça. Ils sont là depuis bien plus longtemps que nous. Ils se sont pas mal adaptés, finalement. Et puis aussi, finalement, parce qu'ils ont un épiderme qui s'adapte aussi en termes d'émotion. On pense souvent aux caméléons qui s'adaptent par rapport à leur environnement, mais c'est en fait aussi lié très aux émotions qu'ils reçoivent. Donc, j'appuie là ? Ouais. Et alors un petit slide un peu chiffré, je suis désolé, sur les impacts. C'est un histogramme qui vient de France Assureur, qui est la fédération des compagnies d'assurance, sur l'impact des événements climatiques en termes de coûts assurés en France depuis le début du siècle. Donc vous voyez que ça a fortement progressé, puisque sur la dernière décennie, donc celle qui est en cours, on a une moyenne de coûts assurés pour les compagnies d'assurance et les réassureurs qui ont été versés de 6 milliards en moyenne par an, alors que c'était 2,7 milliards sur la première décennie. Donc ça a été multiplié par plus de 2. Et ce chiffre, en fait, ne prend pas en compte tous les dommages non assurés, par définition. Et donc, ils sont à peu près, il faut se dire que c'est à peu près le triple, en réalité, les dommages économiques globaux. C'est des évaluations qui sont faites, alors c'est des modélisations pour pouvoir avoir ces éléments. Donc, on peut se dire que c'est à peu près 18 milliards actuellement, les coûts qui sont supportés en France chaque année du fait des événements climatiques. Et ce coût va être doublé à l'horizon de 2050, c'est pas moi qui le dis, ça c'est France Assureur qui a fait également des modélisations en la matière. C'est juste pour donner un peu un cadre à ce dont on parle en termes de chiffres.
Après, normalement, il n'y en a plus les chiffres. Et il y a juste ici un petit diagramme qui en fait, parce que là j'ai parlé de la France, mais il faut aussi parler au niveau mondial. Hein. Malheureusement, il y a plein d'événements qui nous le rappellent, encore récemment en Espagne. Il y a en fait tous les ans une enquête qui est faite par le World Economic Forum sur les risques. Le premier risque, quand on interroge les experts, il y a un panel de 2500 experts qui sont interviewés chaque année, c'est évidemment le climat et les événements climatiques. Et quand on le regarde aujourd'hui, hein, au climat actuel, mais aussi quand on se projette dans le futur, ces experts ont bien identifié, on en est conscient, que c'est le premier risque. C'est pas le seul, hein, vous voyez, il y en a d'autres. Et parfois, malheureusement, ils se combinent. Quand on parle de désinformation sur le sujet climatique, c'est le deuxième risque, en fait, la désinformation. Donc, c'est un sujet évidemment très important. Et donc, il faut en tenir compte quand il y a une entreprise, une grande organisation, pour pouvoir se mobiliser. Alors, sur les sujets, en fait, qui sont les nôtres dans la transition, il y a une double dimension. Il y a une dimension d'atténuation. Je pense que ça, c'est bien ancré désormais, notamment en France. On voit que les émissions de gaz à effet de serre ont tendance à aller dans le bon sens, c'est-à-dire à se réduire, même si on n'est pas au bout du chemin, loin de là. Par contre, on ne tient pas encore, d'abord au niveau global, malheureusement, les émissions continuent de croître, mais il faut aussi se concentrer sur le sujet d'adaptation. Hein. C'est pas pour dire que c'est le mien, mais parce qu'en fait, on ne le prend pas suffisamment en compte. Et si vous êtes, par exemple, une entreprise qui est soumise à la CSRD, ce qui peut être le cas ou qui le sera dans le futur, eh bien, en fait, vous avez à prendre en compte aussi cette dimension. Hein. Vous avez l'impact vis-à-vis de l'environnement, et c'est crucial, mais aussi l'impact des événements climatiques sur votre entreprise. Donc cette dimension d'adaptation, elle est critique. Donc en fait, il y a, on va dire selon moi, une triple façon de le faire, et heureusement, d'une certaine façon, on a les outils. Donc on n'est pas démunis de solutions. Parce qu'on pourrait dire, après ce portrait un peu difficile, mais je sais que vous êtes conscient de tout ça, se dire finalement qu'est-ce qu'on fait. Il y a des solutions. La première, c'est d'aller regarder ce à quoi on est exposé. Et on peut le faire aujourd'hui parce qu'on a des outils très sophistiqués qui sont tout à fait abordables pour les entreprises désormais, et donc qui permettent d'avoir une évaluation sur toute sa chaîne de valeur, donc sur ces sites, mais aussi sur les sites de ses fournisseurs, de ses clients principaux, de ses distributeurs, de comprendre les aléas auxquels on est exposé aujourd'hui et demain, en fonction des scénarios du GIEC, c'est-à-dire en prenant ce que donne la science du climat, de l'évolution du climat qui est le nôtre. Donc en fait, ça permet d'avoir déjà une bonne quantification de son risque. Et ça, c'est déterminant. C'est déterminant parce que, sachez-le, évidemment, les compagnies d'assurance le font, les compagnies de réassurance le font, mais les banquiers le font, les investisseurs le font, les agences de notation financière le font. Donc tout le monde regarde ces éléments-là comme étant des éléments, on va dire, de jugement, on va dire de l'économie, aujourd'hui et demain. Donc les entreprises qui doivent transiter, qui doivent inscrire une trajectoire d'adaptation, doivent également regarder ces points-là, c'est déterminant. Le deuxième point, évidemment, quand on a fait ça, il ne faut pas juste se dire finalement j'ai fait un constat ou j'ai une idée de ce qui va se passer, il faut aussi se mettre en mouvement. Donc c'est là où il y a le plan d'adaptation. Et dans ce plan d'adaptation, et j'y reviendrai après, il y a une part, on va dire, qui n'est pas que du rationnel. Là pour l'instant j'ai été très rationnel, en bon français cartésien, mais en fait il y a une part aussi très émotionnelle. Vous vous en rendez compte hein, quand on voit les débats sur les sujets du changement climatique, c'est très émotionnel aussi. Donc il va falloir embarquer l'ensemble des collaborateurs. Vous le faites sans doute déjà sur les sujets de changement climatique de façon globale, mais sur l'adaptation aussi. Et donc ça va permettre une dynamique de transformation, parce qu'on est dans une trajectoire, on ne va pas se transformer, on va dire, pour la semaine prochaine. C'est un élément qui va s'inscrire dans la durée. C'est une trajectoire qui fait partie du plan stratégique de l'entreprise. Donc ça, c'est un point important. Ça va être quelque chose qu'on va suivre dans le temps. Et évidemment, il y a un troisième point que moi j'aime bien aussi inscrire,
c'est qu'on peut aussi avoir des opportunités. D'abord parce qu'en fait, lorsqu'on va travailler sur l'adaptation, on ne va pas le faire tout seul dans son coin. On va le regarder avec les parties prenantes. Donc on va dialoguer, et ce dialogue, il va finalement permettre d'enrichir les relations qu'on a construites pour les développer. Et donc on va trouver sans doute des solutions d'abord avec les autres plutôt que tout seul. On va coopérer. Et donc ce que vous faites finalement quand vous êtes dans cette assemblée, puisque vous vous réunissez en club, vous avez la possibilité de coopérer. Et bien en fait ça c'est, on va dire, déterminant aussi dans la construction du plan d'adaptation et des opportunités. Et dernier point, pour revenir au sujet d'émotion, c'est que, en fait, j'ai envie de dire, tout ce sujet de changement climatique, je l'ai déjà un peu dit, le sujet d'adaptation, ça va engendrer, on va dire, des discussions, des débats où il y a une part d'émotion. Et en fait, notre cerveau, il ne nous aide pas complètement sur le sujet de l'adaptation parce qu'il a tendance un peu à vouloir l'omettre. Donc il y a un travail qui a été fait par 2 professeurs de Wharton sur ce qu'ils ont appelé le paradoxe de l'autruche. Donc c'est un petit bouquin, je vous invite si vous avez le temps à le lire. Il se lit très simplement, où là je vous ai résumé les 6 biais qui sont liés à la science comportementale et qui ont été identifiés par ces 2 professeurs-chercheurs et qui permettent de se dire il est important de rationaliser, mais il est aussi important de pouvoir s'organiser et débattre ensemble pour pouvoir se mettre en mouvement et dialoguer, faire en sorte que ça bouge. Alors c'est aussi, j'ai envie de dire, de toute façon quelque chose, on va dire les événements climatiques, on l'a vu lorsque des drames se passent comme la semaine dernière en Espagne, des moments où il y a énormément d'émotions qui sont générées. Alors il y a de l'émotion négative, parce qu'il y a énormément évidemment de désolation, mais il y a aussi un élan de solidarité, vous l'avez vu, spontané. Et donc ça, c'est quand même aussi instinctif dans l'être humain, on le sait, donc il faut en profiter. Et donc il faut profiter en fait de ces élans qui sont créés lorsqu'on discute de ces sujets pour emmener une dynamique dans l'entreprise autour justement d'une trajectoire de progrès, mais qui finalement n'oublie pas les émotions. Et je vais pouvoir laisser la parole à Nicolas. Moi, je souscris à 100% à tout ce qui a été dit. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Nicolas Hardet, directeur de la relation client d'Enercop. Enercop, c'est un producteur et un fournisseur d'électricité français. Donc 100% français, 100% renouvelable. C'est un des précurseurs de l'électricité renouvelable en France, puisqu'on nous existons depuis 19 ans. Et nous avons 3 grandes particularités. Donc d'être totalement renouvelable et totalement français, mais aussi d'être un réseau de coopératives. Donc ça génère un modèle économique qui est aussi, j'espère, amené à croître et prospérer dans les années qui viennent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour enrichir des actionnaires. Déjà, nous n'avons pas d'actionnaires, nous avons des sociétaires, comme les organismes mutualistes, où chaque sociétaire a une voix, et donc chaque sociétaire pèse le même poids, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Ça, c'est très important dans la gouvernance. Et puis, on a une deuxième autre particularité, c'est que nos projets d'énergie renouvelable, ils sont portés par des collectifs de citoyens. Donc, dans les régions, des citoyens d'une commune, d'un département veulent monter une centrale photovoltaïque, une centrale hydraulique, etc. Et c'est eux qui portent le projet, et nous, on les aide à le monter, et ensuite, bien entendu, à racheter leur électricité pour la fournir à nos clients. Et évidemment, tout ça, ça permet aussi d'accélérer le cycle d'installation de l'énergie renouvelable en France, puisqu'on sait que il peut y avoir de la résistance sur le terrain, c'est normal, on n'aime pas voir une éolienne au bout de son jardin, ou on a peur de l'arrivée de l'éolienne au bout de son jardin. Donc le fait que ce soit des citoyens qui s'emparent du sujet et portent le projet, forcément ça accélère les choses, ça facilite les choses, et on sait qu'on a tous besoin d'accélérer l'installation de l'énergie renouvelable en France. Et puis la dernière particularité d'Enercop, c'est évidemment d'être 100% français pour sa production d'électricité. On ne va pas acheter de l'électricité renouvelable à l'autre bout de l'Europe, c'est vraiment produit à côté de chez nous, pour nos clients. Et puis notre relation client, et d'ailleurs l'ensemble de nos fonctions chez Enercop sont totalement localisées en France. C'est aussi un de nos maîtres mots. Donc voilà pour Enercop très rapidement. Et donc je vais prendre la suite sur les émotions parce que c'est un sujet central pour Enercop et je l'espère de plus en plus pour les entreprises, de porter l'intelligence émotionnelle, de comprendre que cette intelligence émotionnelle, c'est un vecteur d'excellence opérationnelle, bien entendu, et donc de satisfaction client, mais c'est aussi un vecteur de durabilité. C'est ça que je vais tenter de vous porter aujourd'hui, en espérant vous convaincre, si vous ne l'êtes pas déjà. Donc déjà, quand on parle d'intelligence émotionnelle, souvent, on me dit, parce que c'est une discussion que j'ai souvent à l'extérieur, on me dit, mais attends Nicolas, c'est bon, l'intelligence spatiale, je vois à peu près, genre, ok, j'ai compris comment venir au cercle interallié, bon, ça c'est bon. L'intelligence corporelle, ok, bon, alors déjà c'est plus ou moins selon les personnes. Moi par exemple c'est plutôt moins, c'est j'ai mal dans le dos, donc je comprends qu'il se passe un truc dans mon corps, donc il va falloir que je m'en occupe et pas que je fasse semblant de pas comprendre les signaux que m'envoie mon corps.
Et puis donc, bon, voilà, il y a différentes formes d'intelligence et il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Ok, alors c'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de comprendre, de gérer et de communiquer ses émotions. Donc déjà, c'est très important de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, et puis évidemment des émotions des autres. Et c'est à partir de là qu'on réussit à construire des relations apaisées, des relations de coopération avec les autres, d'être dans la médiation, dans l'accompagnement. Donc c'est pour ça que l'émotion, j'espère que vous l'avez compris, du coup, elle est évidemment fondamentale pour l'excellence opérationnelle d'une entreprise. Parce que si déjà le salarié refoule ses émotions, parce que non, dans mon entreprise, j'ai pas le droit de dire que je suis pas bien. Ou si l'entreprise refoule les émotions de ses clients, non, mais je veux pas savoir que mes clients ont peur ou sont pas contents, etc. Moi, ce que je veux, c'est des clients contents. Et s'ils sont pas contents, c'est pas grave, je fais semblant qu'ils ne sont pas contents. Là, on passe clairement à côté de l'excellence opérationnelle. Et évidemment de la satisfaction. Donc c'est très important sur le plan individuel, voilà, avoir conscience de soi et du coup avoir confiance en soi. Et on voit une fois encore en quoi ça permet à l'entreprise d'avoir des leviers de performance. Des salariés qui ont confiance en eux parce qu'ils ont conscience d'eux, ils savent que l'entreprise prend soin d'eux. Waouh, l'effet multiplicateur est très très fort. Puis évidemment, après, c'est aussi un instrument social, au sens la société en général et l'entreprise en particulier, parce qu'une fois encore, ça va faciliter la coopération, la médiation, l'équilibre, qui est un point très important aussi dans la durabilité, l'équilibre. Je ne fais pas passer mon besoin avant celui de l'autre, j'entends l'ensemble des besoins et je trouve un équilibre sur l'ensemble de ces besoins. Mais évidemment, ça fait également partie de cette intelligence émotionnelle. Donc, moi, je me suis référé à une étude que je recite souvent, qui a été publiée il y a quelques mois dans le Harvard Business Review, où un chercheur, sur la base d'enquêtes auprès de collaborateurs de différentes entreprises dans le monde, remontait le fait que finalement, les entreprises, elles commettaient une grave erreur depuis de nombreuses années, et je la partage, donc du coup je vous la communique, c'est que les entreprises, elles se focalisent sur les diplômes, le QI de leurs salariés. Donc en fait, non, la bonne façon d'aborder justement le problème, c'est de se focaliser sur le coefficient d'intelligence émotionnelle de ces salariés. Ça fait vraiment la différence. Et alors comment il l'explique ? Déjà parce qu'une fois encore, le salarié, du coup, il se sent mieux. Et les salariés qui ont des bons coefficients d'intelligence émotionnelle, c'est souvent ceux qui se portent le mieux physiquement et le mieux psychologiquement, parce qu'une fois encore, ils sont en connexion avec eux-mêmes, ils sont en connexion avec leurs valeurs, donc ils évoluent dans un environnement professionnel qui leur convient. Mais une fois qu'on a dit ça, on dit ouais, super Nicolas, enfin en même temps on n'est pas une agence sociale, l'entreprise, donc du coup c'est quoi l'intérêt pour l'entreprise? En fait, on s'aperçoit aussi, sur le biais de cette étude, que les personnes qui ont une bonne intelligence émotionnelle, c'est aussi des personnes qui ont un bon leadership, ont des facultés naturelles d'engagement et d'être en capacité d'emporter l'ensemble des autres collaborateurs parce que justement, ils sont en connexion avec eux-mêmes et du coup avec les autres. Donc du coup, ah ouais, finalement, il n'y a pas besoin de sortir Polytechnique. Si j'ai une bonne intelligence émotionnelle, je vais être un bon leader vis-à-vis de mes équipes. Ok, super. Et en plus de ça, l'intelligence émotionnelle, du coup, elle facilite, une fois encore, cette adaptation, cette coopération à l'intérieur de l'organisation. Et justement, cette personne qui a une bonne intelligence émotionnelle avec lui-même et avec les autres, il n'est pas là à arguer de ses diplômes ou de ses années d'expérience, etc. Il est capable d'entendre les arguments des autres, de les prendre en compte, de s'adapter. Et aussi un autre point qui remontait particulièrement dans l'étude, ces personnes à forte intelligence émotionnelle, ils sont aussi très créatifs parce que justement ils partent d'un point A, j'avais une idée, et puis B et C m'apportent des idées, je prends les idées de B et C, je les incorpore avec mon idée à moi, et il apparaît une nouvelle idée. Donc voilà, cette étude était super intéressante au sens, arrêtez de vous focaliser sur les diplômes et le QI de vos salariés et investissez dans l'intelligence émotionnelle de vos salariés, ils vous le rendront. Donc voilà, c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, c'est un levier d'excellence pour une organisation, clairement, et moi j'en suis parfaitement convaincu. Chez Enercop, par exemple, on ne recrute pas, si je prends le métier de la relation client, on ne recrute pas des gens sur la base de leur expérience ou sur la base de leur diplôme. Vraiment, on se focalise, par exemple, sur leur qualité d'empathie, c'est-à-dire leur qualité, leur capacité d'être en connexion avec ce que vivent nos clients, évidemment. Bon, ça j'ai envie de dire, c'est presque naturel pour un chargé de clientèle. Mais également pour toutes les fonctions support et managériales, être en capacité de comprendre ce dont nos clients ont besoin, et ça c'est super important évidemment, mais aussi de ce dont ont besoin nos salariés, c'est-à-dire de ne pas s'enfermer, de ne pas donner la primauté que à l'expérience du client, qui est très important bien entendu, la satisfaction de nos clients, on sait que c'est un levier de fidélisation, mais aussi se focaliser sur ce que vivent nos chargés de clientèle au quotidien, ce que vivent les fonctions support de la relation client. Et donc, typiquement sur des enjeux qui nous préoccupent beaucoup dans la relation client en ce moment, qui est l'intelligence artificielle.
forcément, la tendance naturelle d'Enercop et particulièrement de Nicolas, c'était de dire non, mais l'intelligence artificielle, c'est pas fait pour Enercop. Nous, on est centré sur l'humain. Et puis, voilà, en rencontrant les différents intervenants, en écoutant les expériences des différentes entreprises, finalement, je me suis rendu compte que, OK, l'intelligence artificielle, je vous rassure, clairement, on ne la mettra pas en lien avec nos clients, parce que nous, on préfère, avec nos clients, puis d'ailleurs, les clients le disent dans les enquêtes, ils préfèrent dialoguer avec des humains. Mais en revanche, que l'intelligence artificielle vienne améliorer l'expérience du collaborateur, vienne lui simplifier son travail, vienne l'aider à trouver les bonnes informations, vienne l'aider à monter en compétence en lui disant « Tiens, est-ce que tu as pensé à regarder ceci? Est-ce que tu as pensé à lire cela ?» etc. Alors oui, là, on est bien dans la symétrie des attentions, dans l'intelligence émotionnelle. C'est non, l'intelligence artificielle ne vient pas te remplacer, en revanche, elle vient t'aider. Et donc là, voilà, une illustration typiquement pour Enercop. Donc ça, c'est le côté excellence opérationnelle qui, derrière, évidemment, engendre tout ce qui tourne autour des attentions, forcément, qui dit émotion, dit attention, qui est une qualité profondément humaine. Alors, beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, tiennent des discours autour de l'attention portée aux clients, mais et c'est ce que j'essaie aussi de défendre au sein de la FRC, c'est dire, non mais si vous mettez de l'intelligence artificielle en face de chaque émotion et donc de chaque besoin d'attention de vos clients, là vous passez à côté d'un sujet, parce que l'attention c'est une qualité profondément humaine, c'est la capacité d'être en empathie, d'être en relation, d'être en lien avec une personne. Et une fois encore, dans toutes les enquêtes d'opinion, encore une qui a été publiée il y a quelques mois par Gartner, qui disait que les 2/3 des Français, quand ils interagissent avec un service client, une structure de relation client, ils ne veulent pas avoir affaire à l'intelligence artificielle. Bien entendu, les clients ils disent « Ok, je veux le dimanche matin... » Bon, il a drôle d'occupation le dimanche matin, mais le dimanche matin, en buvant mon café, je veux comprendre ma facture d'électricité. Bon, ben oui, évidemment, il se doute bien que s'il va sur le site internet, enfin j'espère, il ne va pas tomber sur un chargé de clientèle, mais il va tomber sur l'intelligence artificielle qui va lui répondre. En revanche, j'ai un doute sur ma facture, j'ai un stress parce que j'ai peur de ne pas avoir de courant dans mon nouveau logement, etc. Demain matin avec les enfants, je ne vais pas pouvoir les chauffer. Non, là, je ne veux pas de l'intelligence artificielle, je veux parler à une personne qui comprend ce que je vis, qui utilise des mots simples, qui est comme moi et qui va être en connexion avec moi, en émotion, en empathie avec moi. Donc c'est pour ça que ce côté également symétrie des attentions à l'égard du client, prise en compte des émotions, elle est très importante. Et puis pour terminer, du coup, ça rejoint évidemment le sujet de la durabilité. Je pense que j'espère que j'ai été assez clair sur les points précédents, parce que prendre en compte les émotions, ses émotions et les émotions des autres, évidemment, c'est investir dans le présent, évidemment, c'est répondre aux besoins des clients actuels, des salariés dans les organisations aujourd'hui, mais c'est aussi, du coup, s'engager pour les générations qui vont venir et pas non plus les mettre en difficulté parce qu'on sera allé trop loin, alors que eux, si ça se trouve, les choix qu'ils feront demain, c'est pas les nôtres. Et donc, c'est toujours être dans cette position d'équilibre et de dire ok, je ne vais pas trop loin par rapport à ce que les générations suivantes vont vivre. Typiquement sur l'intelligence artificielle, une fois encore sur la relation client. Nous, Enercop, comme je vous ai dit, on fait le choix de dire non, on ne mettra pas d'intelligence artificielle en face des clients. Parce qu'au-delà du choix éthique de dire les deux humains sont en connexion, il y a aussi le choix sociétal de se dire ok, mais si on met de l'intelligence artificielle partout, c'est quoi le projet de société pour nos enfants? C'est quoi les emplois quel est l'avenir des emplois des personnes qui vont être remplacées par l'intelligence artificielle? Et est-ce qu'on veut d'une société où on ne dialoguera qu'avec des robots? Donc c'est aussi ne pas compromettre l'avenir des générations futures en adoptant une position équilibrée, raisonnable, l'intelligence artificielle pour aider, mais ne pas engager les besoins des générations futures. Voilà. Un grand merci. Damien et Nicolas, pour vos deux exposés très complémentaires. Et puis je pense qu'ils vont bien nous inspirer pour notre GT transition environnementale. Deux points de vue et des convictions. J'ai vu beaucoup de convictions, entendu beaucoup de convictions dans vos exposés. Grand merci. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'anime ce groupe de travail transition écologique avec notamment Claude qui se cache là-bas au fond, et puis Philippe Claude Banvart et puis Philippe Faure. Donc, n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous et on vous intégrera avec grand plaisir dans toutes nos réflexions. Et puis, sans transition, je passe la main à la prochaine table ronde dédiée au management essentiellement. Maryse, Aline et Hélène Laure.